Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Laurine. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Tu es avec ton nouveau bébé qui est né il y a un mois à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça, le 24. Donc, ouais, ça fait donc un mois pratiquement. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour enregistrer ton histoire d'accouchement. Alors, tes 2 histoires d'accouchement puisque tu as eu 2 enfants, mais on va peut-être plus s'attarder sur la deuxième. Alors, dis-nous, par rapport à ta première grossesse, par exemple, comment ça s'est passé? Quel âge a ton aîné? Comment ça s'est passé pour toi, la première grossesse, le premier accouchement? La première grossesse, alors, faut savoir que déjà d'une, elle était désirée, là, parce que j'ai un petit problème d'hyperfertilité. D'accord. Mais du coup, c'était voulu et c'était suite à une fausse couche. Donc, voilà. Et je suis tombée très, très rapidement enceinte après ma première fausse couche. Et du coup, la grossesse, sur le point de vue santé, et ça s'est super bien déroulé. D'un point de vue santé, impeccable. Mais d'un point de vue plus moral, dans ma vie perso, ma première grossesse, ça a été un petit peu catastrophique parce que avec papa, on a un petit peu tout perdu pendant ma première grossesse. Il y a eu le Covid. On était gérant d'une boîte de nuit. Donc du coup, vraiment, voilà, concrètement, sur le point de vue professionnel, on a tout perdu. Et ensuite, pour essayer d'accuser ce coup-là, on est parti en vacances pour se sortir les idées. J'étais enceinte de 6 mois à peu près. On allait voir mon papa et ma famille qui est en Isère. Et mon papa, malheureusement, est décédé quand on est arrivé en vacances là-bas. Oui. Donc mes vacances se sont transformées en organisation d'obsèques. Ça a été un peu la catastrophe. Et enceinte de 6 mois, très, très dur à gérer toutes ces émotions. Et puis la fin de ma grossesse, je l'ai vécue un peu en mode spectateur du coup, parce que j'étais plus trop dans le truc. J'avais même plus envie d'être maman à ce moment-là. Bon, après c'est revenu un petit peu, mais c'est très dur à gérer un deuil pendant une grossesse. Oui. Déjà en temps normal, mais pendant une grossesse, c'est très compliqué. Et en plus de ça, moi j'ai toujours appréhendé l'accouchement, les suivis de grossesse, etc. Parce que j'ai une phobie du corps médical. J'ai un petit problème avec l'autorité. Et donc du coup, pour moi, le corps médical, ça représente l'autorité arbitraire comme je la déteste. C'est-à-dire qu'en gros, on nous dit ce qu'on doit faire quand on doit le faire et on n'a pas de questions à poser. Et il y a ce truc de le corps médical est tout sachant et donc du coup, on n'a rien à dire. Et ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Sachant qu'il faut que moi je comprenne. Tu l'as ressenti pendant ton suivi de grossesse du coup? Avec les professionnels que tu as rencontrés, complètement, tu ouais. l'as ressenti? Ouais. Ouais. Ouais, parce que déjà d'une, j'ai dû me battre pour pas avoir d'écho endovaginal. Je voulais pas. J'ai dû me battre pour pas avoir de touchés vaginaux. On m'a du coup bâclé beaucoup de rendez-vous parce que je refusais l'inspection de mon col, etc. On m'a fait culpabiliser en me disant que c'était la santé de ma fille que je mettais en danger. Comment j'allais faire à l'accouchement si je voulais pas me faire toucher maintenant. Et je lui avais dit que je verrais ça dans l'instant et que pour l'instant, c'était pas le cas. Et donc, du coup, en plus, Covid, donc du coup, je pouvais pas être accompagnée du papa. Donc ça, pareil, ça m'a révoltée parce que je comprenais pas qu'on puisse enlever ça au papa qui est lui-même parent et en fait les suivis de grossesse et tout, pour moi c'est aussi important pour la maman que pour le papa. Il y a des papas qui s'en fichent un petit peu et il y en a qui sont impliqués et que ça blesse beaucoup de pas pouvoir participer à ces rendez-vous et c'était le cas de mon conjoint qui est très présent, qui a pas pu assister aux premières échographies, qui a pas pu faire le suivi de grossesse avec moi
Et en fait, je trouve ça hyper dommage d'avoir quelqu'un d'impliqué comme ça et qu'on l'ait évincé, quoi. Ouais, je comprends. Mais par contre, bon, sur mon dossier, ils avaient noté pudeur maladive, refuse le contact, etc. Parce qu'il y a aussi, il y a aussi ça. J'ai vraiment beaucoup de mal à me dénuder. Du coup, quand j'ai accouché, le fait qu'il l'avait noté dans mon dossier, ça a eu beaucoup d'impact après sur ma prise en charge, OK. parce que je suis tombée sur une équipe vraiment très compréhensive et qui ont réussi à me détendre énormément et à me faire rire même Mmh. pendant des examens que j'appréhendais le plus. OK. En Bon, fait, faut bah, dire que j'avais l'impression d'être shootée et que clairement, il y avait rien pour me contrarier, hein. Vraiment, je pense que j'aurais été incapable de m'énerver à ce moment-là, tellement j'étais sur un petit nuage quand j'ai accouché. J'aurais mmh. pas cru du tout. Que je suis quelqu'un qui est assez nerveuse, anxieuse et qui a besoin d'avoir le contrôle sur tout. Et du coup, là, le jour de mon accouchement, alors là, plus du tout, j'étais, oh là, je flottais, j'en étais même rendue à rassurer moi mon chéri parce qu'il avait peur qu'on me fasse des trucs que je voulais pas, et cetera, et qu'il doive se battre pour moi. Et en fin de compte, moi, j'étais là: «Mais non, mais ça va, tout va bien se passer, tu verras», et effectivement, tout s'est très bien passé, quoi. Mmh. Donc comment ça s'est passé ce premier accouchement? Tu es allée à la maternité? Ouais. Alors j'ai perdu en fait, c'était la veille au soir, j'ai su que j'allais accoucher le lendemain. Enfin, j'ai su Ouais. que le travail allait se faire le lendemain parce que j'ai, une chienne, c'est une Dogue des Canaries, elle fait 45 kilogrammes et je suis une toquée, du ménage et elle rentrait de l'extérieur et elle a pas attendu ce soir-là sur le tapis, le temps que je lui essuie les pattes et du coup, je l'ai rattrapée au vol et je l'ai remise sur le tapis. Mais j'étais enceinte de 9 mois et à ce moment-là, j'ai senti un petit crack dans le bas de mon ventre. Je me suis dit: «Oh, tiens, bizarre», et du coup, je suis partie, finir ma valise de maternité après ça. Petite intuition, quoi. Et la nuit, j'ai senti que ça travaillait, qu'il y avait un travail un peu différent, de ce que j'avais eu, les derniers temps. Donc je commençais à me mettre en condition, genre ça arrive, ça va être le moment, quoi. Le lendemain matin, je me réveille à 9h, je vais faire pipi et je perds, le bouchon muqueux à ce moment-là. Donc j'ai travaillé en élevage, je sais ce que ça veut dire. Je dis: «OK, allez, c'est bon, c'est pour moi, c'est mon tour». Et là, je sais pas, je me dis, «Il faut absolument pas que je reste focus, sur, la contraction qui arrive, faut que je fasse ma vie comme s'il se passait rien». Mmh. Et c'est ce que j'ai fait. Et sauf que là, j'étais dans un mode où je me suis mis à gratter mes joints de carrelage, à nettoyer sous mon canapé, faire mes vis, je faisais mon brushing, j'ai fait ma manucure, ma pédicure, je me suis rasée de partout, enfin vraiment j'ai passé ma journée à faire ça. Et ce qui est marrant, c'est que mon chéri, il avait décidé de faire sa mécanique ce jour-là. Et quand il fait sa mécanique, il y a toujours un problème. Et c'était notre seul véhicule pour aller à la maternité. Et Mmh donc, mh. je suis allée le voir en rigolant avec un petit sourire en mode, il va pas falloir qu'il y ait de problème et que tu t'en sortes vite de ta mécanique parce que je vais accoucher, c'est aujourd'hui, quoi». Et là, il me dit: «Ah non?» Je dis: «Si». Et là, en fait, à ce moment-là, il se met à pleuvoir des trombes, il se retrouve, sous la pluie à changer un quart d'heure. Ah C'était marrant. Mais je j'étais pas du tout inquiète. Je savais qu'il gérerait et qu'il y avait pas de pression. Lui, il s'est mis énormément de pression, mais moi, j'étais détendue. oui. Je passe ma journée comme ça et vers 21h, je fiture la poche des os. Et puis donc j'appelle la maternité en mode: «Est-ce que c'est comme quand on pète la poche des os? Il faut venir dans les 2 heures ou est-ce que j'ai le temps, quoi?» Et là, elle me dit: «Bah non, il faudrait qu'on vous voie dans les 2 heures». Et là, non, pas envie, quoi. Alors oui, les contractions étaient rapprochées, mais la douleur pour moi était, nettement supportable, donc c'était pas le moment. Et puis, du coup, j'avais pas envie, donc je continue de traîner. Voilà, quoi. Et en fait, avant de partir à la maternité, je me suis dit: «Bah tiens, je vais faire une petite sieste Mmh. pour, pouvoir avoir de l'énergie, pour mon accouchement». Et sauf qu'en fait, quand je me suis couchée, ah la malheur, non, les douleurs, m'ont vite relevée, hein, c'était insupportable coucher. Et donc du coup, sachant que jusque-là, ça allait, quoi, je devais être à, ouais, 3-4 sur une échelle de 10, donc du coup, pour moi, c'était pas voilà. Mmh. Et en fait, on est arrivés à la maternité, à 00:30, du coup. D'accord. On m'a accueillie, on a refusé mon conjoint. Donc Mmh. là, je suis restée à la porte en me disant, «C'est, là où je vais, il va et s'il rentre pas, j'accouche, je ponds devant vos portes, je m'en fous».
Et j'avais pas décidé de rentrer à la maternité tant qu'ils avaient pas décidé de faire rentrer mon conjoint. Et donc du coup, on me fait la promesse que c'est juste le temps du monito et qu'après il pourra venir 1/2 heure et 1/2 heure montre en main, il pourra être là. Donc je fais concession, je dis: «OK, je vais faire ce monito». Donc là, il constate qu'effectivement le travail est bien enclenché, que tout va bien. Je suis très mal à l'aise sur cette table, du monito, ça m'irrite en fait, ça m'énerve d'être allongée, j'ai envie de bouger. J'ai pas spécialement mal, mais ça m'énerve. Donc du coup là, je commence à sortir de ma bulle, où j'étais bien quoi et je commence à m'agacer. Et puis, le monito se termine. Ils me font la consultation, pour savoir à combien j'en suis. Et puis, du coup, j'ai été dilatée à 5 je crois. Donc, pour eux, c'est super, le travail est bien engagé, enfin voilà. Ouais. Puis, la gynéco, vraiment enfin la sage-femme à ce moment-là, géniale parce qu'elle a vu sur mon dossier que j'étais, pudique, donc elle m'a ramené je sais pas combien de draps, on voyait que mes yeux. Et du coup, j'étais plutôt à l'aise et puis, elle en rigolait un peu, elle me demandait mon autorisation à chaque fois qu'elle faisait quelque chose. Donc ça me mettait vraiment en confiance. Ça a duré 2 secondes chrono et on m'a laissée tranquille. Et donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, là, s'ils sont cool comme ça va vraiment bien se passer, quoi». Ouais. On m'a proposé de prendre un bain, donc j'ai tout de suite accepté. Donc là, à ce moment-là, mon conjoint m'a rejoint. On s'est retrouvés dans une pièce tamisée avec une grande baignoire, c'était trop bien, il faisait noir. Je me mets dans le bain et tout, et comme je suis toute petite, je loge en long, en large, en travers dans cette baignoire, donc je suis vraiment très à l'aise. Et je sens que le travail, monte d'un cran en termes de douleur et je commence à dire à mon chéri, là, pouf, ah ouais, là, on rentre dans le dur un peu, hein, mais je suis toujours là, je rigole, avec mon chéri et puis tout va bien. Et puis je sais pas, 20 minutes après que je sois rentrée dans le bain, je sais pas trop, je me rends pas compte au niveau de l'heure, le timing, aucune notion là pour le coup. Je craque la poche des os dans la baignoire et donc du coup, je demande confirmation à mon chéri de regarder parce que comme c'était tellement tamisé, on voyait rien et il regarde et effectivement, je vois des petites membranes dans le bain et tout et là, ça me dégoûte, je veux sortir de là, je suis en train de baigner dans mon jus, alors je veux sortir quoi. Donc je sors et je me mets au-dessus de l'espèce de petite bouche d'évacuation pour continuer de perdre les os mais propres quoi. Et sauf que là, je sens que mon corps se met à pousser comme un malade et je comprends pas ce qui se passe. Et je sors des grognements et je dis à mon chéri: «Mais je pousse là, je pousse!» Et là, mon chéri qui panique, il appuie sur toutes les petites tirettes là pour appeler les infirmières, les sages-femmes. Donc il allume la lumière, il l'éteint, il touche à tout sauf au bon truc, quoi. Et puis là, les infirmières, arrivent et elles me disent, «Ne poussez surtout pas, ne poussez surtout pas, arrêtez de pousser». J'écoutais pas du tout parce que, clairement, je pouvais pas. C'est comme si on vous dit, «N'éternuez pas», c'est impossible. Et donc du coup, je continue de pousser et là, on arrive et puis elles me prennent et elles me couchent sur la table, pour me mettre, le monito, portatif là. Oh! J'arrache tout, je suis une lionne, j'arrive pas, je tiens pas sur la table. Donc elle me court après dans la salle de naissance et là, il se passe mais vraiment, je me retrouve avec 2 sages-femmes qui me courent après, moi qui les fuis, mon chéri qui sait pas où se mettre et puis tout en grognant comme ça. Et en fait, elles arrivent à un moment donné à me mettre ce monito, mais elles me recouchent à ce moment-là et là, je tombe dans les pommes, à plusieurs reprises et je dis à mon chéri: «Là, je vais mourir», parce qu'en fait, quand je poussais et qu'elle m'allongeait, c'était horrible et là, j'ai dit: «Je vais mourir». Je et à ce moment-là, mon chéri il dit: «Tu es sûr que tu veux pas la péri? Tu es sûr que tu veux pas la péri?» Et puis: «Non, non, non, je veux pas». Et puis après, je lui dis: «C'est trop tard pour la péri?» Elle me dit: «Bah non, mais il faut faire vite». Je lui dis: «Bah, c'est maintenant!» Parce que je supportais plus. Et du coup, on m'a posé la péri et au final, quand on m'a posé la péri, ils m'ont refait un examen après, j'étais à dilatation complète et Mmh. sauf qu'on m'a dit: «Bah, on va vous laisser un peu tranquille parce qu'elle est un peu encore haute». Pour moi, c'était pas enfin, je comprenais pas comment on pouvait genre stopper un accouchement comme ça et en fin de compte, elles sont revenues 2 heures après pour me dire: «Bon, bah, là, faut accoucher, quoi», et je m'étais endormie avec mon doudou, et mon chéri et du coup, j'ai accouché en 2-3 poussées, elle est sortie. Sauf que, on me disait, «Bah, là, faut pousser». J'avais pas du tout envie, je Mmh. comprenais pas et en fait, il y a des moments hors contraction où je sentais que mon corps poussait et là, j'avais envie de pousser et du coup, je leur disais: «Non, mais là, j'ai envie de pousser».
Elle me dit: «Bon, bah, essayez», et du coup, en fait, c'est quand j'ai poussé au moment où mon corps avait envie de pousser qu'elle est sortie, d'une Ouais. traite alors qu'avant, ça traînait un peu, on était en train de je voyais que la sage-femme, elle regardait l'horloge, là, ça m'a paniqué un peu, je me suis même mise à pleurer, à ce moment-là et moi qui voulais accoucher sur le côté, j'étais pas du tout à l'aise finalement et elles m'ont mis en position gynécologique et je l'ai super mal vécu sur le coup. Sauf que, quand elles ont vu que ça me stressait vraiment, elles ont éteint toutes les lumières, elles ont mis vraiment, quelque chose de très tamisé. Elles m'ont remis des draps et du coup ça m'a un peu aidée Mmh. et bon après j'ai menacé cordialement mon chéri que s'il essayait de regarder, il était mort et donc du coup il s'est mis vraiment sur le côté limite derrière moi donc j'étais plus à l'aise et puis elle est sortie et j'ai pas eu de déchirure et une toute petite éraillure et puis voilà, ils me l'ont mise au sein tout de suite et voilà quoi. Le placenta est sorti dans la foulée, et après on nous a laissés tranquilles Mmh. et on est remonté en chambre. J'ai fait mon lit et j'ai appelé à l'interphone et j'ai demandé à partir et du coup, il y a une dame qui est venue avec un fauteuil roulant. Elle me dit: «Vous voulez fumer une cigarette?» J'ai dit: «Non, non, je veux rentrer chez moi, je veux partir». Là, tout le monde est rentré, enfin, elle me dit: «Ah non, mais là, c'est pas possible, Là, je dis: «Ah bah si, si», je dis: «Moi, je veux rentrer», je dis: «Ma sage-femme va venir, chez moi et cetera, j'ai tout prévu», je dis: «Mais là, moi, je reste pas à la maternité, il en est hors de question». Il y a toute une armada de médecins qui sont arrivés Mmh. et qui m'ont menacé de me faire un signalement au procureur de la République, Mmh. qu'on allait m'enlever ma fille, si je partais. «Mais vous vous rendez compte, elle a que quelques heures de vie?» Je dis: «Bah, je m'en rends un petit peu compte étant donné que c'est moi qui l'ai pondue, donc oui, je sais». Je dis: «Mais par contre, là, moi, je vais bien, ma fille, elle va bien, je veux être chez moi, je veux pas rester là, surtout pas». Et là, c'en est venu de menaces, de machin. Je les ai donc fait tous sortir de ma chambre en leur disant que si c'était comme ça qu'ils me mettaient en prison, en fait, parce que pour moi, je l'ai vécu comme ça. On me dit: «Oui, mais non, mais vous pouvez partir, mais votre fille, elle reste en néonat». Non, mais non, non, mais en fait, jamais de la vie, en fait, je laisse pas mon enfant et donc du coup, je dis: «Si c'est comme ça, je dis: «Vous allez le payer, quoi, je vais vous le faire payer». Donc là, tout le monde sort de ma chambre, je veux voir personne dans ma chambre, heu, enfin voilà, sauf pour les trucs extrêmement nécessaires. Le lendemain, il y a une infirmière qui est venue et elle me demande si ça va mieux. Je lui ai répondu: «Non, c'est pire». Donc elle a passé concrètement 2 minutes chrono dans ma chambre et elle est repartie. J'ai vu plus personne jusqu'à ce que j'exige une sortie précoce et en fait, on est sortis, ouais, en 48 heures et la menace un peu ultime, c'était, «Il faut absolument que votre fille, elle ait fait caca parce que sinon vous partez pas» et je trouvais ça ridicule parce qu'elle m'a fait caca dessus à la naissance, en fait. Donc elle avait fait caca. Sauf que comme il l'avait pas vu, voilà, il fallait absolument qu'elle refasse caca. Donc heureusement, ma fille est parfaite. Quand le pédiatre est venu, elle lui a fait caca dessus. Je l'avais supplié de lui faire caca dessus. Elle lui a fait caca dessus. C'était génial et du coup, on est sortis dans la foulée et puis voilà, quoi et ensuite ma sage-femme est venue, elle était offusquée, qu'on ne m'ait pas laissé sortir tout de suite. Elle comprenait pas parce qu'elle, elle était, anglaise et ça se fait énormément, en fait, là-bas Vraiment. Mmh. et du coup, elle comprenait pas, qu'on m'ait fait ça et elle avait jamais eu le cas jusque-là parce qu'elle avait jamais eu de maman qui avait demandé à sortir plus tôt. Oui. Donc mais voilà. Mais du coup, au final, tout s'est bien passé, quand je suis rentrée à la maison, mon allaitement a vraiment pu se mettre en place alors que là-bas, pas trop, j'avais un peu de mal et cetera. On essayait de mettre des seringues de lait artificiel dans la bouche de ma fille, il y a une sage-femme qui est venue comme ça avec une seringue et je lui ai dit, qu'elle pouvait se la carrer là où je pense sa seringue, mais qu'elle la mettait pas dans la bouche de ma fille et puis au final, ça s'est super bien passé. Mon allaitement, a duré, 2 ans. J'ai jamais eu une crevasse, jamais un engorgement, rien du tout. J'ai jamais eu un problème, jamais eu de douleur et mon allaitement s'est extrêmement bien passé, le sevrage aussi et du coup, voilà, quoi. Mais par contre, personne n'a eu à interférer là-dedans. Que ce soit dans le suivi après derrière avec ma fille ou dans mon allaitement ou quoi que ce soit, quoi. Et après j'ai plus revu de médecin jusqu'à Charlie parce que j'ai OK. été traumatisée de la maternité. J'ai trouvé ça extrêmement dommage d'avoir appréhendé ce moment toute ma grossesse et qu'au final ça se soit super bien passé. Enfin pour moi, je l'ai super bien vécu même si, quand j'ai avec le recul, quand je me suis renseignée sur l'accouchement physiologique, de comment ça se passait et cetera, je me suis rendu compte qu'au final, quand je me suis mise à pousser en sortant du bain là,
Si j'avais écouté mon corps et si juste j'avais laissé faire, j'avais dit à mon conjoint: «Barre la porte, ne laisse personne rentrer», j'aurais accouché là dans la foulée. Il y aurait pas eu tout ce truc derrière là. Oui. Et sous prétexte que j'étais pas à dilatation complète, bah non, j'avais pas le droit de pousser. En fait, je me suis rendu compte qu'après, qu'on n'est pas nécessairement à dilatation complète quand son corps pousse. Que le bébé, en appuyant sur le périnée, et cetera, peut continuer, peut aider justement le col à s'ouvrir et que les poussées, elles peuvent venir avant, en fin de compte. Et juste finir le travail et après ça va très vite. D'ailleurs pour Charlie, vu comment ça s'est passé, je suis convaincue que c'est ce qui s'est passé. Je suis convaincue que quand j'ai commencé à pousser pour Charlie, j'étais pas à dilatation complète et puis au final, elle est venue très, très rapidement. On va parler de ce deuxième accouchement juste après. Ouais. Donc un premier accouchement qui s'est bien passé, on va dire, par rapport à ton corps, à la gestion de la douleur, tout ça, mais pas top au niveau de ce qui s'est passé avec le personnel médical, quoi. Enfin, il y a eu des moments chouettes et d'autres moments violents, hein, on peut le dire, par rapport à ça. En fait, c'est que je me suis vraiment rendu compte que au moment où le bébé naît, en fait, on est plus importante nous en tant que femmes. C'est le bébé. Quoi qu'il arrive, c'est le bébé. Et donc du coup, on va utiliser ça et on va faire énormément aussi de chantage affectif, travailler sur la culpabilisation, etc., pour dire à la maman, bah non, vous pouvez pas faire ça. Et en fait, moi, je comprenais pas parce que je me disais, mais il y a quand même des mamans qui accouchent à domicile. Pourquoi le suivi en maternité derrière est strictement nécessaire? Enfin, pour moi, je trouvais ça fou. Et on me disait, oui, mais vous vous rendez compte les risques? Mais je dis, mais jamais je ferais prendre de risques à ma fille. Si j'ai le moindre doute, si j'ai le moindre doute sur une complication ou une santé fragile de ma fille, etc., quand je suis à la maison, je vais venir aux urgences, je suis pas folle, quoi. Enfin, Bah oui. je comprenais pas qu'on me laisse pas partir. J'ai super mal vécu, j'ai passé 2 jours à pleurer. Et j'ai même surfé sur la vague de quand ils ont voulu retarder ma sortie. Je leur ai dit: «Écoutez, je peux pas, c'est horrible pour moi, j'ai l'impression d'être torturée d'être là, je veux rentrer». Et en plus, j'avais énormément besoin de voir la grande, parce que mon chéri a déjà 2 enfants et sa grande fille vivait avec nous. J'ai une complicité très proche, elle fait partie de ma famille au même titre que mes 2 filles là, et en fait, j'avais besoin d'être dans mon cocon, et de présenter sa petite sœur, à ma grande, qu'elle voit sa petite sœur et surtout de l'avoir avec moi. Et là, elle était loin, j'étais toute seule dans cette chambre. En plus, ils avaient pas voulu que mon chéri reste, mais alors là, c'était juste hors de question, hein. Je leur ai dit: «Non, Oui. là, Avec vous le me forcez». Covid, ouais. Et en fait, bah, il a dormi dans une pauvre chaise, le pauvre, c'était horrible et du coup, il a fini par dormir avec nous dans le tout petit lit, une place, et Oui. je dormais avec ma fille. D'ailleurs, il y a une infirmière qui est venue le lendemain matin, elle m'a hurlé dessus en disant que c'était hyper dangereux de dormir avec son enfant, machin. Je la regardais, j'ai dit: «Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, c'est dangereux, oui, oui, bien sûr. Et sinon, vous pouvez sortir». Elle est sortie tout de suite. Après moi, enfin, j'étais très détachée de ce qu'on me disait, je m'en foutais, je donnais aucune importance à ce que le corps médical pouvait me dire si tant est que ça faisait pas sens dans ma tête. Et si je partais du principe que je trouvais ça débile, j'écoutais pas, j'en ai rien à foutre. Donc du coup là et puis ensuite on est rentrés et là j'ai vraiment pu devenir maman au moment où je suis rentrée chez moi. OK. J'étais dans ma cellule familiale, et où tout allait bien, quoi. Et après, bah, là, j'ai flotté, hein, clairement, hein, on flotte sur un nuage de Comment bonheur. tu t'étais préparée pour ce premier accouchement? Tu avais fait Ouais, une prépa ou avec ta sage-femme? Enfin, j'avais fait des cours de préparation à la naissance, que j'avais bien aimé parce qu'elle était très, elle expliquait beaucoup la physiologie, enfin, ouais, l'anatomie, la physiologie de l'accouchement, et cetera. C'était avec ta sage-femme, du coup? Ouais, donc celle qui était anglaise, là, Ouais. j'adorais cette femme. Elle Oui. était très rassurante et donc voilà, mais par contre, j'ai fait, ouais, des cours de préparation à la naissance. Elle a essayé de me faire faire un peu de sophrologie. Ça a eu un effet catastrophique, sur moi parce que je venais de perdre mon papa et du coup, ça fait ressortir, plus de trucs, qu'il fallait pas qu'ils sortent à ce moment-là, on va dire. Et donc du coup, après, la séance de sophrologie, j'ai complètement arrêté le suivi, en l'expliquant à ma sage-femme, hein. Je restais en contact avec elle, mais je lui disais juste que là, j'avais besoin de prendre énormément de recul avec,
avec tout ça et de plus me focus en fait sur ma grossesse et sur cet accouchement. Ok. Puis y penser en fait. J'y pensais plus. J'avais besoin de me détacher de ça pour pas me créer de peur et d'angoisse. Ouais. Donc ça explique du coup, vu la préparation physio que tu avais eue, que tu es arrivée sereine à l'accouchement et que pour toi ça allait bien se passer et effectivement ça s'est plutôt bien. Complètement. Et en fait, moi, je me suis nourrie que des récits d'accouchement de ma belle-sœur Vanessa, la sœur de mon conjoint, qui a vécu ses accouchements comme quelque chose de merveilleux à chaque fois. C'était un truc de fou. Et elle n'avait jamais eu de propos négatifs à propos de ses accouchements. Ouais. Et donc, du coup, ça me rassurait énormément. Et à côté, il y a donc l'autre sœur d'Hervé qui essayait de me raconter absolument son accouchement traumatique, qui est partie en césarienne d'urgence. Enfin voilà, où elle a eu déclenchement, ocytocine de synthèse, vraiment tout la cascade d'intervention. En fait, ça, elle a commencé à me le raconter et je lui ai dit non mais non en fait non. Et, et en fait, je finissais par dire et interdire tout le monde de me parler et d'accouchement et de grossesse. Ok. Et, vraiment, n'en parlez pas. Je ne suis pas que un ventre sur pattes. Je suis aussi et je suis toujours Laurine. Donc, quand on me demande si ça va, on me demande pas ça va la grossesse. On me demande si ça va moi. On ne me parle pas d'accouchement. On ne me parle pas de grossesse. Voilà, c'est un état qui me regarde et je ne voulais pas que les autres s'en mêlent. Et de ce fait, je pense que je me suis pas du coup laissée influencer par des discours négatifs. Oui. Je me suis pas posé 1000 questions et je suis juste partie du principe que ça irait. En fait, j'ai écouté ma belle-sœur qui me disait oh mais tu verras, ça sera merveilleux. Dis-toi que tout va bien se passer. Fais-toi confiance et fais confiance en l'équipe qui te suit et tu verras, tout se passera bien. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Et ça s'est super bien passé. Et tout est dans la tête. Vraiment, je pars du principe que la préparation, c'est vraiment une condition mentale. Donc 2 ans après, tu es à nouveau enceinte, Oui. c'est ça? Bah, c'était pas prévu du tout. Ah ok. Et qu'est-ce que vous prévoyez du coup pour cet accouchement-là? Là, en fait, au début, bah, moi, je m'étais pas posé de questions. C'était maternité quoi qu'il arrive, enfin parce que pour moi, c'était la seule option. J'avais pensé à la maison de naissance, mais il y a rien ici dans le secteur, donc du coup, voilà. Il faut savoir qu'on a déménagé nous à 700 kilomètres. Donc Ok. j'étais plus dans le contexte de suivi là où j'étais. Ok. J'avais plus ma sage-femme, j'avais plus la maternité qui m'avait plu. Mmh. J'arrive dans une région qui est très peu médicalisée, enfin où il y a un désert médical assez important. Oui, Et en on plus de habite ça, près de chez moi, du coup, on s'est rendu compte après que tu voilà, habitais près oui, de chez oui, moi. juste après, on s'est rendu compte qu'on habitait à côté, à quelques kilomètres. Et ouais, donc du coup, désert médical et les seuls médecins que j'ai eu à rencontrer ici, mon Dieu, la catastrophe. Et donc du coup, le suivi pour Lola, le pédiatre et tout, oh Seigneur, ça a été très compliqué, hein. Déjà que j'ai du mal avec les médecins, mais alors ici, c'est le jackpot là pour le coup, hein. Et donc du coup, on est confrontés à aller à l'hôpital de Paray à plusieurs reprises parce que la grande donc de mon chéri est une maladroite sans nom et s'est coupée à 2 reprises en faisant la vaisselle à quelques semaines d'intervalle, et dont une coupure qui a nécessité une intervention. Et là, mais j'ai pété un câble parce que la prise en charge ça a été du n'importe quoi. Et ça m'a rendue un peu folle et j'ai commencé à me dire: «Non mais je vais faire comment dans mon accouchement là? Si c'est comme ça là-bas, je vais tomber sur quoi?» Et 1er rendez-vous de grossesse, donc l'écho de datation que je fais avec un gynéco de cet hôpital. Bon, je ne m'étais pas renseignée au début parce que je voulais pas m'influencer, je ne voulais pas me faire peur, donc j'ai pas regardé les avis sur Google, sur les gynécos qui allaient me suivre, et cetera. Et Seigneur, ça a été une horreur. Donc je suis rentrée dans la salle, enfin, il est venu me chercher en salle d'attente après 20 minutes de retard. Pour moi, c'est normal. Ils sont overbookés, 20 minutes de retard, c'était normal. Je pars même du principe que c'est encourageant, ça veut dire qu'il prend du temps avec les femmes, et cetera. Bon. Et là, en fait, il arrive et j'étais sur mon téléphone comme n'importe qui dans une salle d'attente la plupart du temps. Oui. Et il me dit, avant même de me dire bonjour: «Par contre, le téléphone pendant l'examen, c'est niet, hein». Et là, je le regarde en mode: bonjour quand même». Donc je rentre et dans ma tête, je me dis: «Alors là, c'est chaud, ça va pas bien se passer». Et comme déjà j'ai beaucoup de mal avec le contact physique et cetera, même une échographie pour moi est une épreuve, très clairement.
Et donc du coup, là, je m'installe sur la chaise. Je pensais qu'il allait me poser des questions d'abord, donc que dalle, hein. Il me dit: «Ne vous asseyez pas, enlevez votre pantalon et votre culotte et installez-vous sur la table». Et là, je dis: «OK, ça commence mal». Et je lui demande: «Bah, excusez-moi, mais est-ce que ça serait possible de faire, une transe abdominale?» Et là, il me regarde de haut en bas et il me dit: «Ah bah, ça commence bien». Et là, je fais: «Ah mon Dieu Seigneur!» Et là, je dis: «Oui, bah, je vous le confirme, oui». Et il me dit: «Bah oui, mais enfin, faut enlever quand même votre pantalon, hein». Et là, je lui dis: «Mais de quoi? Pourquoi?» Et là, il me dit: «Beh, c'est comme ça, je peux pas, vous faire une transe abdominale, avec une culotte, n'importe quoi. Vous avez vu ça où?» Je dis: «Bah, avec vraiment tous mes praticiens pendant ma première grossesse». Et là, je dis: «On m'a jamais demandé d'enlever ni mon pantalon, ni ma culotte pour une échographie sur le ventre». Je dis: «Jamais». Et là, il me fait: «Oui, oui, bon allez, c'est bon, j'ai compris, allez-y là, mettez-vous sur la table». Donc du coup, je me mets sur la table et je tremble tellement qu'il y a toute la table qui tremble. Mmh. Il arrive, il me dit: «Non mais là, vous baissez plus la culotte là, hein». J'avais vraiment bien dégagé mon ventre, j'avais déjà fait des échos, donc je suis pas bête, hein. Et il me demande encore de baisser ma culotte et je refuse du coup. Et là, il me dit: «Ah beh, c'est pas grave, hein, vous aurez du gel partout». Et là, je commence à devenir agressive et je lui dis: «Mais je m'en fous en fait». Et donc là, il fait exprès, il me vide le tube de gel sur le ventre et il m'en met jusque sur la poitrine. Et là, dans ma tête, je me dis: «Lui, va falloir que je prenne sur moi parce que je vais devenir violente». Et du coup, il me fait l'échographie, ça dure littéralement 1 minute. Pour te donner une idée, je suis rentrée dans son cabinet, je suis ressortie, passage du secrétariat y compris, ça a duré 10 minutes. Donc imagine le temps de l'examen. Il me fait l'échographie, il me dit pas si mon bébé va bien, il me dit pas si le cœur va bien, il me dit rien du tout. Il me donne pas de sopalin quand, il finit. Il me dit: «Bon bah descendez, rhabillez-vous». Et en fait, j'ai arraché, tu sais les trucs qu'ils mettent sur les tables là, pour m'essuyer en fait. J'ai arraché ça pour m'essuyer le ventre. Quand j'ai remonté mon pantalon, j'avais tellement de gel partout qu'on avait l'impression que j'avais fait pipi dans ma culotte et j'en avais jusque sur le t-shirt, donc sur la poitrine, partout, quoi. Mmh. Je suis donc il a noté les trucs dans mon dossier d'IPOG là. Il m'a rien dit. Il me l'a tendu, je lui ai arraché des mains, j'ai ouvert la porte, j'ai claqué la porte, il y a tout le couloir qui a vibré, tellement j'ai claqué fort. Je suis repassée par le secrétariat pour prendre le rendez-vous qui suivait en fonction de mon échographie de datation. C'est la secrétaire qui m'a dit, du coup, mon estimation de grossesse parce que, il m'avait rien dit. Et on a repris rendez-vous et je lui ai demandé, j'étais disponible que les mercredis, je travaillais. Et donc du coup, elle me reprend rendez-vous. Je lui dis: «C'est avec ce docteur-là?» Elle me dit: «Oui». J'ai dit: «Il en est hors de question». Et en fait, dans la pièce, quand je prenais rendez-vous, il y avait le chef de service. Et du coup, il a dit à la dame: «Écoute, déplace tous mes rendez-vous, et donne-lui un rendez-vous mercredi, je viendrai moi l'ausculter». Derrière, j'ai fait une plainte à l'hôpital. Je me suis pas laissée faire. J'ai dit: «Si toutes les femmes suivent le mouvement et ne disent jamais rien, ce mec va exercer, sans impunité tout le temps». Et il y a eu violence clairement et c'est juste, impensable. Le chef de service derrière a appelé en me disant que ce que j'avais vécu n'était pas normal, qu'il y aurait des conséquences pour lui. Il me rassure en me disant que de toute façon, il part à la retraite et qu'il va, enfin voilà, ça va pas durer cette histoire. Je lui dis que je m'en fiche. Je dis, même s'il part à la retraite, il a le temps de traumatiser des femmes entre-temps et je veux qu'il y ait des conséquences et que je lâcherai pas le morceau. Et donc du coup voilà. Et ensuite j'ai été suivie du coup par ce monsieur, le chef de service. Voilà. Et il était très doux, mais j'ai fait en fait, tout le travail que j'avais fait sur ma première grossesse avec ma peur des médecins et cetera et l'accouchement, à quel point ça m'avait fait des progrès. Il m'a fallu de cette simple juste ces 5 minutes là, cette simple échographie pour faire un retour arrière encore pire. Bah oui, parce que c'est fragile tout ça. La deuxième échographie qui s'est passée bien et il était hyper gentil et cetera. J'ai passé ma séance muette, il y a pas un mot qui est sorti de ma bouche. Et quand il a passé l'appareil sur mon ventre, j'ai juste pleuré. J'ai passé mon échographie à pleurer. Et quand il m'a rendu mon dossier, etc., il parlait tout seul, le pauvre. J'arrivais même pas à lui répondre. Et il essayait de me décrocher des mots et tout, j'y arrivais pas. Et quand l'examen s'est terminé, je lui ai arraché mon dossier, je me suis barrée en courant. Et après derrière, j'ai eu une autre docteure
et une autre gynéco, et avec elle aussi, pareil, super bien. Par contre, elle, j'aimais beaucoup parce qu'elle était un peu franco de port, et je l'aimais beaucoup parce que très brute de décroffrage, elle mâchait pas ses mots, et du coup, j'aime bien les gens comme ça, et donc du coup, même si j'ai été muette sur toutes les échographies qu'on a faites derrière, j'ai pas sorti un mot. En fait, elle avait tout compris. Et pour mon dernier rendez-vous, parce que j'ai fait tout le suivi du coup, et mon dernier rendez-vous de grossesse, donc là, c'est quoi le dernier rendez-vous, je sais plus. Enfin, il y a un rendez-vous. Oui, le 9e mois. Hein? Au 9e mois. Oui, voilà, c'est ça, le rendez-vous des 9e mois. Le dernier rendez-vous, elle m'a dit bon, je comprends bien que là, ça va être très compliqué pour vous, là, l'accouchement, etc. Parce qu'en fait, mais sauf que moi, j'avais déjà prévu d'accoucher à domicile. Hein. J'avais juste rien dit, mais et donc du coup, elle me dit oui, je comprends bien que ça va être difficile et tout. Et elle me sort cette phrase genre mais pourquoi vous accouchez pas chez vous? Et là, je la regarde, je fais bah parce qu'il y a pas de sage-femme en fait qui pratique des accouchements à domicile dans la région. Et elle me dit bah vous avez pas besoin d'une sage-femme. Elle me dit votre premier accouchement il s'est très bien passé. Ce qui me fait rire, c'est que c'est exactement l'intention que j'avais. Et le fait qu'elle me dise ça, j'ai fait oh, ça m'a rassurée pour les démarches administratives derrière, parce que je me suis dit si jamais j'ai des problèmes, je l'appelle et je sais qu'elle me fera une déclaration d'accouchement. Et du coup, elle m'a dit bon allez, on se revoit pour l'accouchement quand je pars. Et elle me regarde et elle me fait un clin d'œil, elle me fait ou pas. Et je pense qu'elle a compris que je viendrais pas du coup. Okay. Et moi, c'était une décision qui a été prise bien en amont. Et mon chéri me suivant dans cette décision-là, bah du coup, je pense que ce que je dégageais à ce moment-là, vu que j'ai pas tellement parlé de l'accouchement, j'ai pas posé de questions. Quand elle m'a proposé de visiter la salle d'atture, j'ai refusé. J'ai dit oh non, je m'en fiche un peu. Donc elle savait très bien que je viendrais pas, que j'avais aucune intention de venir. Donc voilà, ça a été marrant, mais du coup c'est comme si tous les feux avaient été ouverts sur cette fin-là pour que j'accouche chez moi. Ouais, ça t'a validé quelque chose. Ouais, clairement. Et j'ai trouvé ça vraiment cool de sa part, de me, comment dire, de le dire en fait, de dire aux femmes que c'est une possibilité en fait de pouvoir accoucher chez soi, qu'on a le droit. En fait. Ouais. Et donc, venant c'est à partir de quel moment dans la grossesse que vous vous êtes dit on accouchera chez nous? Ça a été assez tardif. Okay. Je dirais, je pense que ça devait être sur le début de mon 8e mois. Ok, ouais. Oui, donc à la fin quand même. Ouais, j'appréhendais énormément. En fait, vraiment, j'appréhendais parce que je trouvais pas je savais pas où accoucher en fait. Vraiment, c'était donc je m'étais mis un peu en mode bon, ne pense pas, on verra sur le tas. Okay. Et un matin, mon chéri part, j'ai des moutons, et mon chéri part voir nos moutons et il revient en courant comme un gamin en me disant Alba, donc notre brebis, Alba a fait un petit, il y a un bébé dans le pré. Je dis mais non. Et on n'était pas du tout au courant qu'elle était gestante. Et là, je lui ai dit, mais comment c'est possible? Et en fait, du coup, on y va. Et au petit matin, du coup, j'ai ma brebis qui a son petit bébé qui tète dans mon pré. Et je trouve ça trop, trop beau. Et je me dis, punaise, waouh, elle a fait ça toute seule cette nuit, quoi. Et mais tout s'est bien passé. On savait même pas qu'elle était enceinte. Donc ça veut dire qu'elle a même pas eu de suivi particulier, qu'on lui a pas donné une nourriture adaptée. Enfin, quelque chose que j'aurais eu tendance à faire si j'avais su qu'elle était gestante. Et je me dis waouh, c'est magnifique la nature, c'est trop beau, c'est bien fait. Enfin, et puis après je me suis dit mais attends, moi aussi je suis un mammifère, moi aussi je peux le faire. Du coup, et c'est une idée qui s'est plantée dans ma tête. Okay. Et sauf que j'avais peur que mon chéri me suive pas, et j'aurais jamais forcé à vivre un truc. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui se fait à deux. Il faut vraiment avoir le soutien du partenaire. Et je voulais pas lui imposer quelque chose sous prétexte que moi j'étais phobique en fait. Et donc du coup c'est un truc qui s'est passé dans ma tête, mais j'en ai pas trop parlé. Et j'ai commencé quand même à me renseigner de mon côté. Comment tu t'es renseigné du coup? T'as fait quoi? J'ai cherché des podcasts. Du coup je suis tombée en fait au hasard en fait sur ta chaîne, et j'ai écouté absolument tous les podcasts que tu as fait. Et je me nourrissais que de ça en fait. Et ensuite j'ai un côté un peu autiste moi, c'est-à-dire que quand je m'intéresse à quelque chose, je vais poncer le sujet, ouais. et je vais vivre que par ça pendant des jours.
Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis renseignée. Je commençais à me passionner d'ailleurs de toute la physiologie. Je commençais à décortiquer chaque accouchement de femmes qui m'entouraient. En mode ah bah oui, mais si elle a vécu ça, c'est parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Et à chaque fois, ma conclusion était la même. Les cascades d'intervention compliquent, mais tellement les accouchements et dans tellement de cas figure. Et en fait, même quand un accouchement il se passe bien, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Et Et donc, du coup, en fait, c'est là où j'ai commencé à me dire, mais c'est pas possible, je ne me suffis qu'à moi-même. Et même une sage-femme chez moi, je voulais pas. Parce que je me disais, mais si je suis chez moi toute seule pour le faire, c'est pas pour avoir une sage-femme qui va, elle, avoir des procédures et des protocoles à respecter. Et si je délivre pas mon placenta en une demi-heure, m'envoyer chez moi alors que j'ai tout fait le travail à la maison, quoi. M'envoyer à l'hôpital, pardon, alors que j'ai tout fait toute seule. Et ça, c'était hors de question. Ben alors, bébé. Et donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir à ça, je me suis renseignée et tout. Puis Hervé, il est pas bête, hein, il me voyait faire, puisque il me voyait sur mon téléphone en train de lire des articles. À chaque fois, je lui disais, oh regarde, je lui parlais des témoignages que j'entendais, etc. Il écoutait tout, etc. Il me faisait rire. Et puis, bah, du coup, je pense qu'il a compris tout seul. Hein. Et j'ai fini par lui demander. Je lui dis, tu dirais quoi si je te disais que j'ai pas envie d'aller à l'hôpital pour accoucher? Et il sourit, il me dit, tu veux aller où? Et là, je dis, bah, dans ma chambre. Et là, il me regarde et il fait, ah, j'en étais sûre. Et là, il fait, ouais, mais il me dit quoi? Faut une sage-femme? Faut quoi? Et là, je dis, bah, non, on peut le faire sans. Et là, il me dit, ah ouais? Et je dis, bah, oui, on peut le faire sans. Et là, il me fait, écoute, moi, il me fait, si c'est quelque chose qui te rassure, il fait, je te suis à 1000%. Il me dit, en plus, si ça peut nous éviter la maternité, c'est encore mieux. Parce que lui, il avait vraiment mal vécu, hein, aussi, la maternité. On parle pas des papas aussi qui le vivent mal, hein, Oui, tout à fait. Et donc du coup, il est super content. Il me dit juste, par contre, il va falloir que tu me briefes, hein, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment on détecte une complication et tout. Et puis là, en fait, bah, au fur et à mesure que moi je m'éduquais, je l'éduquais. Et puis je lui dis, bah, tu sais, je dis, t'as pas trop à en savoir au final. Je dis parce que tu verras que tout va bien se passer. Et quand je lui demandais comment est-ce qu'il visualisait le truc, je lui dis, bah, quand tu imagines mon accouchement, tu penses que ça va se passer comment? Et là, il me fait, oh ben, il me fait, je suis sûre que on va pas le voir venir, tu vas me faire ça comme une lettre à la poste. Tu vas éternuer, tu vas la prendre, j'en suis sûre. Et il était convaincu qu'il y aurait pas de complications, que ça allait être très rapide. J'étais convaincue de la même chose. Et j'étais aussi convaincue que je ne souffrirais pas. Pour moi, je sais pas pourquoi. En fait, comme pour mon premier accouchement, j'ai compris que les poussées réflexes que j'avais eues en sortant du bain, c'était mes poussées de mon bébé qui allait sortir si j'avais laissé faire mon corps. Je m'étais dit, mais punaise, mais j'ai pas eu mal avant ça. Enfin, mes contractions, elles ont été tellement faciles parce qu'on nous décrit des trucs genre, on va mourir, machin, ça sera la pire douleur de ta vie. Faut aussi prendre en compte qu'il y a une possibilité pour ne pas avoir mal. Hein. Accoucher dans la douleur, c'est pas nécessairement une obligation. C'est pas une vérité absolue. Non. Et donc, du coup, je sais pas pourquoi, j'étais convaincue que j'aurais pas mal. Et quand j'en parlais d'ailleurs à ma copine de confiance, à qui j'ai parlé de mon enfantement libre, que j'avais décidé d'accoucher toute seule, qui me suivait, en fait, ce qui me faisait rire, c'est, elle me fait, oh, moi, j'aurais trop peur, j'aurais pas le courage et tout, punaise, tu vas tout déchirer, je suis sûre que tout va bien se passer, etc. Et elle m'a bercée, elle aussi, dans que du bonheur, hein. C'est hyper important ce qu'on va vivre avant et de se mettre dans une cellule de tout va bien, de visualiser un accouchement parfait, de se faire confiance, d'écouter son corps absolument et de se bercer que des personnes qui vous font du bien. Et moi, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Du coup, il y a eu ma sœur qui a eu un gros travail là-dessus parce qu'elle elle me disait toujours mais t'es une guerrière. Bon, moi, je le ferai pas, mais elle me dit ça m'étonne pas de toi et tout. Et puis t'es une guerrière, tu y arriveras. Et puis Hervé, lui, c'était limite normal pour Hervé. Et ça le faisait trop rire parce que quand il en parlait à ses collègues, ils lui disaient mais t'as pas peur et tout. Il dit mais c'est pas moi qui accouche, non j'ai pas peur. Et on nous a un peu pris pour des fous, mais par contre à aucun moment on a eu de la culpabilisation et ça a été génial. Et puis après ma copine aussi et puis j'ai vécu mes dernières semaines de grossesse comme une gamine avant Noël.
J'attendais que ça. Je me suis inventé des symptômes en mode « Ah, je pense que c'est pour aujourd'hui », juste parce que j'étais pressée d'accoucher. Et ça a duré quasiment 2 semaines avant mon accouchement. Tous les jours, je me trouvais un truc où c'était bon, j'allais accoucher, quoi. Et donc du coup, je commençais même à m'impatienter. Là, ça commence à devenir long. Là, c'est long, là. Et puis, mon chéri, il voyait bien en plus que je m'impatientais, ça le faisait rire parce que pour la première grossesse, j'ai pas vu mon accouchement arriver parce que j'avais tellement pas envie d'accoucher. Au final, j'ai pas eu cette période où j'étais impatiente. Et là, sur la dernière, oh mon Dieu, mais je voyais les jours défiler. Alors, comment ça s'est passé? Alors, du coup, ce qui est marrant, c'est que c'était dans un week-end où on s'était disputé avec mon chéri et on était scrogneux et on s'était fâchés. Et du coup, je le boudais fort. J'avais bien l'intention de lui montrer que je boudais fort. Et donc, j'avais décidé de dormir avec ma plus grande, Lola. Donc, j'étais très inconfortable, hein, que ce soit clair, parce qu'avoir une bedaine énorme dans une place, j'étais inconfortable. Et du coup, j'avais décidé de dormir avec elle pour le bouder fort. Et donc, je me lève à peu près toutes les 10 minutes pour faire pipi. Et puis à 2h30, je vais faire pipi, sauf que j'ai une douleur, comment dire, comme si j'avais très envie d'aller aux toilettes à la selle, mais que ça venait pas, quoi. Quand on se retient d'aller à la selle, voilà, une douleur comme ça. Et du coup, je m'essuie. Et puis là, j'ai un peu de sang, des membranes et tout sur le papier toilette. Et là, je saute de joie dans les toilettes parce que je comprends, je fais le rapport avec la douleur, la petite gêne que j'ai ressentie, et je comprends que c'est pour cette nuit, c'est pour maintenant. Donc, je suis trop contente. Et là, clairement, il n'y a plus de question de bouder qui que ce soit, de je suis scrogneux. Je ne sais même plus pourquoi je lui faisais la tronche à la base. Je vais le réveiller et je le caresse et je lui dis: «Mon amour». Il me dit: «Oui». Je dis: «Ça commence». Il me fait: «Ah bon?» Bah, je dis: «Oui», je dis: «J'ai eu une petite contraction, je pense, et des petites membranes et tout». Et il me dit: «Bah, tu veux te réveiller maintenant? Tu veux faire quoi?» Je dis: «Non mais gars, je suis surexcitée, me demande pas de me rendormir. Là, je dis: «Je suis une pile électrique, je suis trop contente, lève-toi, quoi». Du coup, il est mort de rire, il se réveille et puis il me lance: «Oh, ça veut dire que je travaille pas demain?» Je dis: «Oui». Du coup, il était trop content et puis on se met une série, on se met Desperate Housewives, on descend, on déjeune et on se met Desperate Housewives sur Disney+. C'était la série que je regardais en ce moment. Et puis on discute, parle pas trop de comment ça va se passer. En fait, on est vraiment dans le moment présent et on déjeune comme si c'était une journée normale, sauf qu'il est 2h30 du matin. Et j'ai des contractions. Et à chaque contraction, je tourne autour de la table et il commence à me dire: «Par contre, là, tu me donnes le vertige, c'est affreux, quoi». Et là, je dis: «Écoute, je tiens pas en place». Et je dis: «Je ne marche pas parce que j'ai mal». Je dis: «Je marche parce que je ne tiens pas en place, je suis surexcitée». Je dis: «Donc là, il faut que je canalise mon énergie et c'est dans mes jambes, quoi». Et il me dit: «Est-ce que tu as mal?» Je dis: «Pas du tout». Je dis: «Donc on doit être vraiment au début du travail». Et là, il me dit: «OK, c'est tous les combien tes contractions?» Je dis: «Bah, je sais pas». Et il me dit: «Bah, écoute, tu me dis, est-ce que tu veux qu'on chronomètre ou est-ce que ça te stresse?» Et là, je dis: «Bah, écoute, j'ai pas envie de me mettre de pression». Et il me fait: «Bah, ce que je te propose, c'est qu'on peut voir ce que ça donne en termes de temps, si c'est régulier ou quoi. Si c'est anarchique et tout», il me dit: «On laisse tomber, et on suit ton instinct, quoi». Je dis: «Bah, ouais, si tu veux, on fait ça». Donc il se met à chronométrer, sans rien me dire, hein. Là, il me dit: «Mais ma chérie, tu as des contractions de toutes les 3 minutes qui durent 1 minute». Là, je dis: «Ah bon?» Je dis: «Mais c'est rapproché ça ou pas?» Puis moi, je sais pas trop, je savais pas trop. Et là, il me dit: «Bah, normalement, on demande de venir à l'hôpital quand c'est toutes les 5 minutes». Et là, je dis: Ouais, bah, écoute, pour moi, ça fait pas trop sens. Je suis pas sûre qu'il y a vraiment des règles là-dessus. J'étais pas trop sûre de ça. Et donc du coup, je dis: «Ouais». Je regarde quand même sur internet, contraction toutes les 3 minutes d'1 minute. Et là, il parle de dernière phase de dilatation, je sais pas quoi. J'y crois pas du tout. Pour moi, c'est pas possible. Je viens de me réveiller, j'ai des contractions, oui, mais qui me font pas mal du tout. Donc on est vraiment au début du travail et je m'attends à accoucher, peut-être au petit matin, voire le lendemain, mais vraiment, là, c'est pas pour tout de suite, quoi. Puis on regarde la série et puis, quand je me rends compte que, au final, c'est assez rapproché, je me dis: «Bon, je vais aller me lisser les cheveux quand même». Et là, je dis à Hervé: «Je vais me lisser les cheveux». Donc il est 4h du matin, ça C'est fait bien ça, les brushings, pendant les contractions, toi. Et donc du coup, ça fait 1h30 que j'ai des contractions qui sont donc pas douloureuses.
Et puis c'est passé très très vite, hein, parce qu'on regardait notre épisode, on discutait, j'étais surexcitée, donc j'ai pas vu le temps passer. Je vais me lisser les cheveux à 4 heures du matin. Hervé, il me regarde en mode mais n'importe quoi, pourquoi tu vas te lisser les cheveux maintenant? Je dis mais t'as vu la tête que j'ai pas envie d'avoir cette tête-là quand ma fille va arriver. Je dis je veux être belle, donc je vais me lisser les cheveux. Donc j'y vais. Et puis j'arrive sur le dessus de ma tête, j'ai une masse, hein, donc ça prend assez de temps quand même de me lisser les cheveux. J'arrive sur la dernière mèche au-dessus de ma tête, je lève les bras et là je sens un gros crack et un plaf. Et donc j'ai rompu la poche des os. Le premier réflexe que j'ai quand je romps la poche des os, c'est de regarder mon téléphone pour voir l'heure qu'il est. Il est donc 4h30. Donc j'appelle Hervé, j'ai dit mon amour, j'ai pété la poche des os, il y en a partout, c'est dégueulasse. Et là il arrive et il fait oh. Je dis non mais mets ta petite douche. Et je dis franchement, je dis mets-les à la machine tout de suite et tout. Je dis c'est dégoûtant. Puis je me mets à nettoyer et tout. Alors il m'engueule, il me dit mais n'importe quoi. Et du coup il le fait à ma place. Il me dit est-ce que tu veux que je te fasse couler un bain? Et là je dis bah ouais carrément, je suis toute sale là. Puis ça va peut-être accélérer le travail. Je me mets dans le bain, je commence à m'ennuyer, ça m'irrite parce que je m'ennuie profondément, j'ai pas envie d'être là, je suis pas confortable, j'ai chaud et j'arrête pas de me dire ça va faire foirer mon brushing. Donc du coup, j'ai envie de sortir de là quoi. Et donc sauf qu'Hervé, il est dans la chambre, il est en train d'installer le petit endroit où je veux accoucher, etc. Et donc du coup, je l'appelle et je lui dis écoute, je dis fais-moi sortir de là, je dis parce que j'ai pas envie d'être là. Donc du coup, il m'aide à sortir du bain. Je vais dans la chambre et je me rends compte qu'il a mis les alaises sur le lit. Et là, je dis mais pourquoi t'as fait ça? Et là, il me dit bah pour que t'accouches, tu sois bien sur le lit. Et là, je dis mais mon cœur, je vais pas accoucher genre coucher comme dans les films. Hein. Je dis là, je dis j'ai pas envie du tout d'aller sur mon lit. Je dis c'est tout rouge, je vais pas être confortable pour pousser et tout. Je dis j'ai pas envie de me mettre là. Je dis bah tu vas accoucher où? Je dis bah par terre. Je dis bah j'ai pris une bâche en plus pour ça. Il me dit ah bon? Et donc du coup on prend la bâche et tout. Et on la déplie, on est mort de rire parce que je me rends compte, j'ai pris une bâche de 6 mètres de long. Donc là, déplier une bâche de 6 mètres de long, c'était quelque chose. Donc on la déplie et tout, on l'installe. Je remets une couette, donc il remet une couette par-dessus la bâche, pour que je sois quand même pas, même le sol, que ce soit pas trop dur non plus. Et des alaises sur la couette. Et donc on avait prévu tout, une vieille couette, des vieux trucs, etc. Et donc du coup, il fait ça, mais il n'a pas le temps de mettre la dernière à l'aise. Donc à ce moment-là, il est 5 heures. Et il a pas le temps de mettre la dernière à l'aise que j'ai une contraction là qui me fait pousser en fait. Commence à me faire pousser. Du coup, je le pousse. Je lui dis pousse-toi. Et je sais pas pourquoi, je jette la serviette, je jette tout et je me jette au sol littéralement à quatre pattes et je commence à sortir des grognements. Mais mon Dieu, je savais pas du tout d'où ça vient ça. Une voix grave déjà de base, mais alors là, le truc, on aurait dit un chant viking. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je ris entre deux grognements parce que je contrôle rien. Et je dis à mon chéri, je contrôle rien, je sais pas du tout ce qui se passe. Et là, il me fait, mais c'est que tu pousses là? Je dis, ben oui, oui. Et il me fait, mais c'est quand qu'on va voir la tête? Quand est-ce que je vais la voir? Est-ce que tu vas la sentir venir? Et puis en fait, là, j'ai une contraction qui arrive, enfin une poussée. Et je me mets à grogner genre mais là elle arrive la tête et je grogne comme une banane et je continue de rigoler parce que je trouve ça fou. Mon corps est en train de faire un truc que je contrôle pas et j'ai pas mal hein. Encore une fois j'ai pas mal. Les grognements que je pousse c'est pas de douleur, c'est je sais pas de la puissance, que de la puissance. Comme si on faisait un effort de dingue quoi. Je sens tout le passage de la tête vraiment et je sens le fameux là qu'on le dit le cercle de feu. La seigneur. Ouais, voilà, ça pique un peu, là, on va pas se mentir. Et mais du coup, je suis trop contente à ce moment-là de ressentir ça parce que je sais que là, du coup, la tête est en train de sortir et c'est un truc de fou, la rapidité du truc. Et là, bah, je sens la tête qui passe, hein, comme un bloc. Hervé est mort de rire et m'imite la scène. Vraiment, il me fait ça, là, il met la main au-dessus de son cou et il me dit, regarde, elle est comme ça. Et il fait une tête toute bizarre et il est mort de rire. Et j'ai à nouveau une autre poussée et là, je sens toute la rotation. Et en fait, je commence à bouger. Il me dit, tu veux que je l'attrape? Tu veux que je l'attrape? On n'a pas le temps de réfléchir que, en fait, je la réceptionne dans mes mains, en fait. Et là, ça y est, ma fille est née. Et on se regarde avec Hervé. Le temps s'arrête, hein, vraiment. On regarde ma fille, on se regarde dans les yeux et on a une crise de rire. Parce que toute l'adrénaline, enfin, ouais, l'euphorie du truc qui redescend.
et de waouh, on l'a fait, quoi. Et puis, c'était d'une facilité, c'était d'une rapidité. Et là, à ce moment-là, Hervé, il est focus parce qu'il est conditionné à ça. Il faut que le bébé pleure, en fait. Et en fait, elle a juste fait un petit miaulement de chat, mais c'est tout. Et là, il commence à paniquer, je le vois, il commence à pas être serein. Il me dit, elle pleure pas, elle pleure pas. Et là, j'ai dit, mais c'est normal, mon cœur, elle est encore reliée à son cordon. Je dis, il faut laisser le temps de ses petits poumons de s'ouvrir. Je dis, elle est toujours alimentée en oxygène tant qu'il y a son cordon. Je dis, il y a rien, en fait, il y a pas de problème. Et en fait, là, on voit qu'elle essaye de prendre sa respiration, mais que ça bulle un peu, quoi. Elle ronfle un peu comme si elle avait une bronchite. Donc, je sens qu'elle est un peu obstruée. Et en fait, je me mets à faire un truc assez primal. C'est que je lui aspire la bouche. Et je sais pas du tout encore aujourd'hui pourquoi j'ai fait ça, mais ça a été instinctif. Je lui ai aspiré la bouche, je l'ai désencombré, j'ai craché à côté ce que j'avais récupéré et tout. Donc, très glamour, hein, le truc. Hervé, il était un peu en mode, mais pourquoi tu fais ça? Donc là, elle se met à faire un joli chant, elle se met à pleurer. Et je sens qu'Hervé, là, reprend son souffle, il respire, là, ça y est, ouf. Et il re-explose de rire et il me regarde, il est fasciné. Il arrête pas de me dire, tu te rends compte ce que t'as fait? Tu te rends compte ce que t'as fait? Et puis voilà, il l'essuie. Je la tiens tout contre moi. Et là, par contre, je suis dans un état de, attends, oublie pas là, oublie pas le placenta. C'est beau ce que tu es en train de dire, ouh, c'est magnifique. On verra plus tard, mais là, n'oublie pas ton placenta. Et je sais pas pourquoi je me disais ça. Genre, je m'étais dit, faut pas que je l'oublie parce que si moi je l'oublie, mon corps va oublier et il va rester trop longtemps là-dedans. Donc du coup, je me suis juste rappelé ce truc-là. Et puis j'ai une contraction et envie de pousser. Et donc du coup, je donne à Charlie, à Hervé. Je prends la bassine, je pousse, plaf, ça sort. Mais 10 minutes après, quoi. Ouais, même pas 10 minutes après, quelques minutes à peine. Il sort et là, encore une fois, j'ai une espèce de, je fais un truc, c'est que je mets carrément mes mains dedans et je me mets à le trifouiller, en fait. Et je sais pas, je regarde s'il y a pas de morceaux qui sont restés, qu'ils soient bien entiers, bien intacts. Et après, bon, bah, je regarde mes mains et je me demande, mais pourquoi j'ai fait ça? Et j'ai les 2 mains pleines de sang, c'est horrible. Et je suis en mode, mais pourquoi, Berk, pourquoi j'ai fait ça? Donc je demande à Hervé de me passer un truc pour que je m'essuie les mains parce que là, clairement, j'en ai partout. Et je me mets à saigner. Et là, Hervé, deuxième pic de panique parce qu'il trouve que je saigne beaucoup. Et j'ai dit à Hervé, j'ai dit, mais tu sais, genre, je suis là. Je dis, regarde, je suis là, tout va bien, je me sens extrêmement bien. Je dis, j'ai pas du tout de vertige, je me sens pas partir. Je dis donc, t'inquiète, si je sens que je commence à faiblir, je te le dis, mais là, pour l'instant, tout va bien. Et en fait, du coup, j'arrête de saigner. Donc, je sors de cette alaise où je m'étais mis pour pouvoir évacuer tranquillement. Et en fait, en me relevant, je regarde et je vois que ça a rempli à peine une alaise. Et là, je dis, oh bah c'est bon, non, mais franchement, regarde, c'est bon. Je m'étais donné comme indication pas plus d'une alaise. Je dis, regarde, impeccable, pas plus d'une alaise. Et j'arrête de saigner. Puis en fait, quand je me relève, je sens que je vais très très bien. Et d'ailleurs, je suis choquée de à quel point je vais très très bien. Parce que je me déplace comme si il ne s'était rien passé. Et c'est surtout que j'ai eu énormément de douleurs pendant ma grossesse parce que j'ai eu le syndrome de la côme. Donc cisaillement de la symphyse, etc. C'est très très douloureux, vraiment très douloureux. J'en pouvais plus. Et en fait là, bébé est sorti, je n'ai plus mal, je n'ai plus de poids, je n'ai plus cette douleur que je vis depuis le 6e mois là. Je me déplace, je me réapproprie mon corps m'appartient à nouveau. Et en plus ma fille est née et j'ai aucune douleur. Ça s'est passé extrêmement bien. Et voilà quoi. Et elle va bien. Et du coup là-dessus, j'étais focus sur il faut absolument que je monte ma progéniture là tout de suite. Et donc je retourne dans mon bain qui est toujours chaud du coup tellement ça a été rapide et je me lave. Et ça aussi quel bonheur de pouvoir se laver juste après quoi. Ouais. Et je me lave tout ça et je m'habille parce que je ressens le besoin de m'habiller. Je m'habille et on descend et je présente donc Charlie. Elle est née à 5h20. Je présente Charlie à sa grande sœur Lia qui partait à l'internat et qui a été dégoûtée de constater la veille que j'avais toujours pas accouché et que du coup elle ne verrait pas sa sœur. Et en fin de compte, elle partait à 6h20, elle est née à 5h20, le timing était parfait, elle a pu voir sa sœur avant de partir à l'internat. Et donc du coup, elle la voit et
donc elle est fascinée. Elle a même pas trop compris que j'étais en train d'accoucher, en fait. Donc pour elle, c'est fou parce qu'elle se réveille, elle a une petite sœur, quoi. Ma grande, enfin ma petite de 2 ans et demi dort toujours, donc elle est pas perturbée pour un sou. Et donc voilà. Et je présente ma fille, Lia, du coup, la grande part à l'internat avec ma copine qui était venue exprès pour pouvoir gérer ça. Et ensuite, bah, je reprends ma fille, je vais me coucher, je me mets en peau à peau avec elle, je lui donne le sein, ça dure éternellement d'ailleurs, puis elle est restée au sein, entrecoupée jusqu'à 14h que je me lève. J'ai mangé et bu comme jamais. D'ailleurs, ça oui, anecdote, c'est que pendant que j'étais en train de tousser, je n'arrêtais pas de boire. J'ai vidé 2 bouteilles de San Pellegrino pendant que je poussais. Donc quand je me rappelle qu'à mon accouchement, on m'avait interdit de boire et que j'étais assoiffée vraiment. Alors après bon, je peux comprendre que ça peut les gêner et tout, pour pas avoir à vider la vessie, etc. Mais moi, là, j'étais purement dans l'instinct, il y avait rien de médical. Et donc, du coup, mon corps me réclame à boire, il boit, c'est tout. Et puis, au final, j'ai bu 2 litres de San Pellegrino, ça n'a pas gêné le placenta pour sortir, hein, puisqu'il est sorti en 10 minutes et intact. Et du coup, voilà. Et après, on a vécu un petit peu comme si, en dehors de la réalité, comme si ce qui venait d'arriver, c'était un peu fou et on vivait pas dans ce monde-là. Et comme en vacances, quoi. Ouais. Et après, du coup, Hervé a donné mon placenta à ses poules. Si tu savais pas quoi en faire. C'est la première fois que j'entends. Non, mais en fait, on s'était posé la question avant et il m'a dit: «Mais tu vas en faire quoi de ton placenta?» Il y a des mamans qui font des bébés lotus. Oui. Je trouve ça génial, et cetera. Mais moi, j'avais pas envie de faire ça parce que j'avais pas envie d'être contrainte dans mes mouvements. Et puis en termes de symbolique, c'est pas quelque chose qui me représentait beaucoup. Je n'avais pas, j'en ressentais pas le besoin. J'avais pas envie de faire ça. Ouais. Du coup, on se posait quand même la question de quoi en faire, quoi. Parce que bon, quand même, le jeter à la poubelle, il y avait ce truc de. Et c'est une partie de mon corps, puis surtout que c'est complètement interdit hein, de jeter des déchets organiques comme ça. Et donc du coup, j'étais pas très à l'aise. Et un jour, en rentrant du travail, Hervé en avait parlé à un de ses collègues et son collègue lui dit: «Oh, pourquoi tu ne donnes pas tes poules?» Et Hervé, il a dit: «Oh bah ouais, tiens.» Et Hervé, il m'en parle et au début, je lui dis: «Mais t'es gore, toi, donner mon placenta à tes poules.» Il me fait: «Bah», il me dit: «Quoi?» Il me fait: «C'est toi, elle mange ton placenta, elle nous donne des œufs.» Il me dit: «Il y a une symbolique.» Il me dit: «C'est pas perdu.» Et puis il me dit: «En plus de ça, t'imagines le boost immunitaire que ça va leur faire?» Du coup, je dis: «OK.» Au début, je suis pas très à l'aise avec l'idée et j'en parle à ma sœur parce que je trouve ça bizarre. Elle me dit: «Bah non, enfin oui et non, mais pour moi ça fait un peu sens quoi.» Elle fait: «Je préfère que Hervé le donne à ses poules qu'il soit jeté à la poubelle.» Et là, je dis: «Ouais, c'est vrai.» Et donc du coup, bah, il était très, très, très content, hein, d'aller donner mon placenta à ses poules. Et Est-ce que les poules étaient contentes? Il a pas duré 1 minute. Alors par contre, le cordon, elles y ont pas touché. Mais par contre, le placenta, ouais, elles l'ont dégommé. Bon après, il faut dire, on a une trentaine de poules, hein. Mais bon, elles l'ont dégommé. Et pour l'anecdote, on a eu des œufs énormes derrière. Ah ouais. Je sais pas du tout s'il y a un lien ou pas, mais ça nous a beaucoup fait rire quand même. On les a appelés les œufs placentaires. Ok, super. Au niveau des formalités, comment ça s'est passé après pour aller déclarer votre fille? Dis-moi un petit peu les suites de couches, tout ça, parce que c'est une question qui inquiète beaucoup les mamans qui envisagent des ANA, l'histoire d'aller déclarer le bébé à la mairie. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, bah, dans la même mesure, hein, c'est quelque chose qui m'angoissait énormément. Alors, plus que l'accouchement lui-même d'ailleurs, parce que j'étais convaincue que ça se passerait bien, donc voilà. Par contre, j'avais tellement peur qu'on m'embête, que ma fille soit pas déclarée, qu'on me menace de prendre mes filles, qu'on me demande d'aller à l'hôpital, enfin peu importe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me faisait vraiment beaucoup peur. Alors, ce que je peux conseiller, c'est déjà de ne pas en parler, voilà, ou à quelqu'un de confiance, à une doula ou quelqu'un qu'on est sûr qui va pas nous balancer ou nous culpabiliser. Ensuite, moi j'avais donc j'ai pas prévenu la mairie, j'ai rien fait du tout, j'ai pas fait de reconnaissance anticipée, j'ai rien fait, hein. J'avais juste demandé à ma sage-femme, dans le cadre d'une sortie très précoce, si elle pouvait venir chez moi. Et en fait, juste pour voilà, pour qu'elle puisse voir Charlie et me faire une déclaration s'il y en avait eu besoin. Elle avait accepté? J'ai pas entendu, ça a coupé. Elle avait accepté, elle était d'accord?
Oui, mais tout en sachant pas que j'allais accoucher à domicile. Hein, oui. Du coup, je lui avais pas dit. Ok. Et en fin de compte, bon, c'est tombé à l'eau puisque elle a pas voulu venir quand elle a su que j'avais accouché à la maison. Mmh. Du coup, j'avais prévu le coup pour la mairie. Et il y a un groupe sur Facebook que je suis et il y a un document dedans qui fait office de déclaration d'accouchement. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est qu'une attestation papier avec juste les mots du papa, qu'il a été témoin de mon accouchement à telle heure, machin, etc., suffit pour la mairie. Mais quelque chose d'écrit à main libre comme ça, vu que les mairies et les officiers de mairie sont conditionnés à avoir des formulaires, etc., eh ben, le simple fait d'avoir un formulaire, ça les rassure, même si c'est quelque chose qui est tapé sur Word, hein. Mais bon, ça les rassure. Donc du coup, on avait imprimé ce modèle-là. J'avais tout rempli, tout ça. Hervé signé et il a été le déposer en mairie. Il faut savoir que nous, on est un tout petit village où il y a moins d'une centaine d'habitants. Donc des déclarations de naissance, bah non, il y en a pas. Bah Parce oui. qu'ils sont que dans les mairies où il y a les hôpitaux et clairement à Châtenay, sans habitants, bon, non. Hein, surtout que la population ici, c'était 70 ans minimum, donc voilà quoi. Et donc du coup, Hervé est allé avec ce document à la mairie. Et là, ça a été un peu en mode et il a dit que c'était inopiné. Hein, oui, bah oui. il a dit que bah on En même n'avait temps, pas eu le temps. ça allait super vite. Enfin, Bah, c'est ce que j'ai dit à Hervé. Je dis c'était pas vraiment un mensonge finalement. bah oui. On n'aurait jamais eu le temps hein, parce que moi j'étais un peu dans le déni hein, parce qu'au début je me Oui. disais ben non. Oui, tu croyais que c'était le début. Et je me disais que c'était encore le début alors que 10 minutes avant, enfin 10 minutes après j'accouchais. Donc bon. Et donc du coup, il a dit que c'était pas prévu. Et bah là, l'officier de mairie qui est en face, bon, il a jamais eu le cas. Et donc du coup, il a appelé toutes les mairies aux alentours pour savoir comment faire. Parce qu'il avait juste expliqué à Hervé que quand un acte de naissance est commencé, il faut qu'il soit terminé. Et il faut surtout pas qu'il y ait d'erreur parce qu'on peut pas revenir en arrière. On est obligé d'aller au tribunal pour revenir en arrière sur les formalités et tout. Donc il voulait surtout pas faire de bêtises. Et c'était en plus dans cette démarche-là qu'il a appelé tout le monde. Ils nous ont embêtés à aucun moment. Par contre, ça a été devenu l'événement du village. On nous a demandé le mail, etc., pour nous autoriser à prendre des photos, à avoir des photos, pour pouvoir le mettre dans la gazette du village, etc. Donc, au-delà du fait que non seulement ça a été très facile pour nous, ça a été en plus super bien accueilli. Et quand Hervé il a vu l'enthousiasme du truc, il a craqué. Et il a tout révélé de d'autres plans diaboliques d'accéder à la maison et que c'était prévu. Et en fait, tout le monde s'en est extrêmement réjoui. Et d'ailleurs, ils ont fait un post sur le Facebook de la mairie en disant la maman avait prévu depuis le début de sa grossesse d'accoucher à domicile. Bienvenue à la petite Charlie. Un événement pour le village. Et voilà. Et du coup, ça a été. Ouais, bah merci de préciser ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui stresse beaucoup les mamans, mais dans la majorité des cas, ça se passe bien comme ça en fait. Il faut vraiment prendre. Je sais qu'il y a eu des histoires difficiles par rapport à ça, mais dans la majorité des cas, ça se passe correctement. Le problème, c'est que sur les témoignages, les gens ils vont témoigner quand ça s'est mal passé, très peu quand ça s'est bien passé. Et donc, sur ce type de témoignage de mairie, en général, on retrouve des discours hyper anxiogènes. Ouais. Conseiller aux filles qui veulent aller dans cette démarche-là, ne regardez pas ça. Alors, que vous soyez au courant, c'est un fait, ok, il faut en avoir conscience, mais qu'il y a cette possibilité-là, mais c'est pas une généralité, c'est une infime. C'est vraiment très peu de personnes qui ont ce type de problème. Ouais, donc, alors que les mairies ne sachent pas comment faire, bon, ça arrive souvent. Oui, ça c'est normal. La procédure en général qui se passe, hein, et sur tous les témoignages de nanas qui ont fait des ANA que j'ai pu voir, sur les démarches, ce qui ressort globalement, c'est que les mairies, elles ont appelé d'autres mairies pour savoir si c'était déjà arrivé et pour pouvoir avoir connaissance de la marche à suivre. Et tout s'est très bien passé. Donc, il faut savoir que même sans déclaration d'accouchement d'un professionnel de santé, vous pouvez très bien aller déclarer votre enfant à la mairie, sans problème. Et après, pour le suivi de Charlie, là, j'avais un peu plus peur. J'avais peur d'un truc, c'est qu'on me la garde. Ça, j'avais peur. Ah non, mais c'est un petit bébé, c'est une crevette, on va la garder en néonat. Et donc, de coup, de refuser, de sortir des rendez-vous du médecin contre avis médical, et là, qu'il y ait tout ce truc de PMI qui s'enclenche. Donc, j'ai été un petit peu
astucieuse là-dessus. C'est qu'en fait, je ne suis pas allée tout de suite. Mais je ne suis pas allée trop tard non plus. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le bébé doit être vu dans les 8 jours de vie par un médecin. OK? Oui. Ça, c'est obligatoire. Donc voilà. Donc, par contre, je m'étais dit, si j'y vais à J1, on est encore dans le cursus, vous savez, des sorties de maternité, là. Donc, je me dis, je vais y aller à J2. Comme ça, ils peuvent pas me la garder. Parce que, comment dire? La loi, c'est, je sais plus, quand on doit rester à la maternité, enfin, le truc légal, c'est au moins 24 heures, on va dire. Et donc, du coup, je me dis, bon, bah là, ils pourront pas me la garder, ils pourront pas me faire le topo de, elle vient de naître, faut qu'on vous garde, quoi. Donc, j'y suis allée à J2, j'ai appelé le pédiatre, je lui ai dit que c'était pas prévu et que j'accouche à domicile, qu'elle est née, que c'était trop rapide, que comme tout s'est extrêmement bien passé, bah, on n'a pas voulu aller à l'hôpital parce que on voulait pas déranger le personnel de santé alors que tout s'était bien passé. On n'a pas considéré que c'était une urgence. Et que, en plus de ça, ma sage-femme devait venir le lendemain. Mais elle a eu un imprévu, donc du coup, je me retrouve à venir à l'hôpital pour que ma fille soit vue assez rapidement. Et puis en fin de compte, j'ai eu rendez-vous avec un pédiatre. Alors, elle a essayé de me faire culpabiliser au téléphone en me disant, mais il faut absolument qu'on la voie cet après-midi. Et elle me dit ça à 15h. Je dis, bah non, en fait, non. J'habite à 40 minutes. Je dis, j'ai ma grande, ça va me donner quand même toute une organisation. Je dis, moi, je vous appelle pour avoir un rendez-vous demain. Je dis, moi, demain, ma grande, elle est à la crèche. Je dis, on va pouvoir s'organiser plus correctement et tout. Je dis qu'elle soit vue là cet après-midi ou dans quelques heures demain matin. Je dis, je vois pas ce que ça change. Et elle me dit, mais c'est obligatoire, il faut qu'on la voie à J1, J3. Je dis, c'est faux. Je dis, ce qui est obligatoire, c'est de la voir dans les 8 premiers jours de vie. Et j'ai dit, donc, voilà. Et là, elle me dit, bon, bah, écoutez, je vais voir avec le pédiatre. Et je dis, oui, oui, voyez donc. Et puis, au final, elle m'a rappelé, elle m'a donné un rendez-vous à 11h le lendemain. Et donc, du coup, je dis, bah, voyez, qu'on s'arrange. Et donc, du coup, le lendemain, j'y suis allée. Au début, il a rien dit, parce qu'elle était en parfaite santé. Donc, c'était un pédiatre. Donc, il a juste constaté qu'elle était en parfaite santé. Donc, voilà. Il a été assez expéditif. Puis, de toute façon, c'est les infirmières de puériculture qui se sont occupées de Charlie. Donc, lui, en fait, il faisait que de retranscrire ce qu'on lui disait. Hein. Il n'a même pas trop regardé ma fille. Et en plus de ça, il était en train de coupler entre 3 autres consultations en même temps. Donc, vraiment. Et puis au final, il a fini par me dire, par contre, pour l'accouchement à domicile, si vous voulez mon avis. Et je lui ai juste répondu, bah non merci. Et il a un peu souri, il a dit oui, ouais, j'aime pas trop ça, j'aime bien que le bébé il soit vu tout de suite et tout. J'ai dit oui, enfin bon, elle va bien. Et là, il me dit, ah oui, non mais oui, elle va bien. Et après, il m'a juste dit, vous aimez pas les médecins, vous? J'ai pas répondu, j'ai souri. Et je dis, bon, je peux y aller? Et donc, du coup, ils m'ont donné le carnet de santé. Et au début, il a cru que j'étais vraiment contre le suivi médical pour Charlie. Et que c'est pour ça que j'avais accouché à domicile. Et j'ai tout de suite remis en place. Et j'ai dit, alors, écoutez, pas du tout. Je dis, moi, que ma fille aille voir un médecin, qu'elle soit suivie, mais j'ai rien contre ça. Hein. Enfin, clairement, enfin, si j'estime que c'est des suivis qui sont pas invasifs, quoi. Je dirais pas emmener ma fille tous les 4 matins chez le médecin. Et mais par contre, si c'est nécessaire, j'ai le vaccin, les tests, etc., je le fais un peu aussi pour me rassurer, voir qu'elle a une bonne prise de poids. Enfin voilà, ça me dérange pas du tout. Après, si tant est qu'on n'essaye pas de me dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais de toute façon, même encore là, si on me dit des trucs, je m'en fiche. En fait, ça me passe au-dessus. Et, du coup, voilà, au final, ça s'est très bien passé. Et je pense aussi c'est que les médecins, ils vont beaucoup surfer sur la vague quand ils sentent qu'en face, on n'est pas trop sûr. Mais oui, et tout à s'ils fait. sentent qu'en face, on n'est pas trop sûr, ils vont surfer sur la vague de la culpabilisation à fond de balle. Oui. Alors que moi, comme bah, oui, bah c'est bien, oui, je m'en fiche, bah ils m'ont pas embêté, hein, vraiment pas embêté. La nana, quand la pédiatre que j'ai eue pour prendre rendez-vous au début pour Charlie, qui m'a sorti que c'était obligatoire à J1 et J3, quand je lui dis non, c'est faux, il faut qu'elle soit vue dans les 8 premiers jours de vie. Bah là tout de suite, on me donne ce que je veux, c'est-à-dire un rendez-vous que le lendemain. Donc voilà. Et au final, voilà. Super. Donc après, retour à la maison et vie à 5. Voilà, c'est ça. Et puis ces jours de maternité sur ma petite terrasse avec ma petite falaise, les oiseaux, mes chiens, mes filles. On n'a rien changé à nos habitudes et on a repris le cours de nos vies comme si tout était normal. D'ailleurs, ma fille de 2 ans et demi, quand elle a vu Charlie à son réveil,
elle est sortie de son lit et on a entendu ses pas dans le couloir. Son père est allé la voir en disant: «Lola, il y a une surprise, dans la chambre». Et elle a juste dit: «C'est Charlie?» Et on lui a dit, donc j'étais un peu étonnée. Oui, oui, c'est Charlie. Elle est arrivée dans la chambre, elle l'a regardé, elle est venue dans le lit, elle l'a regardé, elle lui a fait un bisou. Elle me dit: «Maman, elle est trop mignonne». Et après, elle s'est tournée: «Je peux avoir un chocolat, papa?» Ouais. Non, mais les enfants, c'est ça. Pour eux, ça fait partie de la vie, c'est normal, quoi. Exactement. Il s'est rien passé. Comme si c'était rien passé, c'était normal. Et du coup, sur mon postpartum derrière, la capacité à m'en remettre, mon corps à m'en remettre, vu qu'il y a rien eu. Il y a eu l'accouchement et c'est tout. Il y a eu aucune intervention médicale, pas d'ocytocine, pas de péridurale, pas de position allongée, rien du tout. Du coup, j'ai pas eu de déchirure, j'ai rien eu du tout, même pas une petite éraillure pour le coup. J'avais strictement pas mal du tout au corps. J'avais juste eu l'impression qu'on m'avait mis un coup de pied au derrière avec des chaussures de sécurité. Donc ça me faisait mal aux fesses quand je m'asseyais, mais aux fesses, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi les fesses, mais bon. Parce que ça avait dû écarter pendant l'accouchement. Ouais, mais vraiment au coccyx, quoi. Vraiment, quand je m'asseyais au coccyx, j'avais mal. Ouais. Mais par contre, je marchais super bien. Et tout le monde qui est venu nous voir après derrière, en nous demandant s'il pouvait passer, si ça nous dérangeait et tout. Moi, ça me dérangeait pas du tout. J'étais complètement en forme. Donc j'avais vraiment, j'étais carrément OK pour qu'on vienne nous voir. Donc il y a ma copine Léa qui est venue, un autre ami et tout. Mais du coup, c'était impeccable même sur le postpartum, quoi. Nickel. Eh ben écoute, merci beaucoup Laurine pour tes témoignages, plein de détails. Ouais. Merci beaucoup pour ton enthousiasme et tout, et puis pour avoir voulu contribuer au podcast qui a pu t'aider pour préparer ton accouchement. Ça me fait super plaisir d'avoir des retours comme ça aussi. Je vous souhaite une bonne continuation, une belle vie tous les 5. Profitez-en et puis voilà, soyez heureux. Ouais. Ben merci et puis pareil, au revoir et puis merci de laisser les femmes aussi parler de ça. C'est hyper important. Merci, salut. Salut.